Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast. Aujourd'hui, on reçoit Danick Legault qui va nous parler de la caféine. En fait, aujourd'hui, on voulait faire un podcast plus informatif à ce sujet-là qui est quand même méconnu. Tout le monde sait c'est quoi, mais personne ne sait réellement c'est quoi. Oui, exactement. Dans le fond, la caféine, je pense qu'elle est vraiment présente de nos jours, dans notre mode de vie. On veut un seul, on veut toujours être plus productif, on veut pouvoir faire plus, fait qu'on pense que ça va pallier notre fatigue. Fait qu'on voulait en parler un peu avec un expert comme toi aujourd'hui. Puis si tu peux commencer par un peu te présenter, c'est qui Danick, puis on va élaborer ça par la suite. Bon, c'est assez simple. Je m'appelle Danick Legault, je suis naturopathe depuis 2014. Maintenant naturopathe agréé depuis plusieurs années. Euh, je travaille bien sûr à temps plein en naturopathie. J'ai mon bureau dans une clinique qui s'appelle la Clinique Universelle, qui est sur le chemin Grande-Côte à Boisbriand. Je fais également, bien sûr, maintenant des consultations via Zoom en ligne. Donc, c'est ça en gros. Puis la caféine, c'est un sujet, je dirais, controversé un peu parce qu'il y a des études des deux côtés, c'est-à-dire on voit des bienfaits pour la caféine, on en voit d'autres, puis on le voit aussi dans la population. Certaines personnes, on dirait que ça va mieux pour eux que d'autres avec la caféine. Puis je pense qu'il y a certaines choses aussi qui sont mal comprises de la caféine. Et du café en général, qui est en fait le breuvage le plus populaire au monde. Si je me souviens, ça n'a pas changé depuis. Euh, et on pourrait dire que c'est une drogue légale, c'est peut-être pour ça que c'est populaire. La définition d'une drogue, quand on regarde la définition d'une drogue, c'est une substance qui est capable de modifier notre état d'esprit, qui demande souvent une hausse de la dose pour garder le même effet dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'accoutumance qui s'installe et qui peut créer des symptômes de sevrage lorsqu'on arrête ou une dépendance. Bon. Alors le sucre et la caféine sont des drogues légales selon la définition. Bon. La caféine, en fait, c'est un alcaloïde. Là. Les alcaloïdes, c'est des molécules qui sont présentes dans certaines plantes. C'est des molécules qui peuvent être toxiques pour certains. En fait, les plantes produisent ça pour se défendre. Fait que c'est un insecticide, la caféine. Fait que certaines plantes développent la caféine pour ne pas se faire manger par les insectes. Ça va paralyser les insectes. Bon, bien sûr, nous, on est comme des grosses bébites, fait que ça ne va pas nous paralyser. Ça va plutôt activer notre système nerveux central. On va en parler tantôt, mais c'est une molécule, là, la caféine, c'est de la 1,3,7-triméthylxanthine, je me souviens bien. Puis, il y en a qui donnent différents noms, là, tout dépendant où est-ce que ça se trouve. Là. Fait que là, c'est dans le café, ils vont l'appeler la caféine, bien sûr. C'est dans le thé, des fois, ils vont dire de la théine. Ou même dans le maté, une espèce de thé qui est du yerba maté, il y en a qui vont dire que c'est de la matéine. Mais lorsqu'on regarde moléculairement, c'est la même chose. Même chose dans le guarana, qui est une plante. Ils vont dire, en tout cas, il y a un nom également, mais c'est toute la même molécule à la base. Fait que c'est une molécule qui a tendance à être stimulant du système nerveux central. Ce que ça vient faire, les gens pensent qu'il y a juste un aspect stimulant à la caféine, mais ce qu'on entend moins puis qu'on comprend moins bien, c'est l'aspect de l'adénosine. L'adénosine, on va reculer un peu. L'adénosine, c'est une molécule qui a tendance à diminuer, je dirais, notre métabolisme ou à provoquer un état de somnolence ou de relaxation. Et donc, notre adénosine va augmenter à mesure que la journée avance et il faut une adénosine qui est assez élevée du soir pour être fatigué et faire un dodo. Puis bien sûr, notre adénosine est plus basse le matin. Avec la caféine, c'est une molécule qui ressemble beaucoup à l'adénosine. Elle vient se coller sur le récepteur puis elle vient influencer ou elle vient bloquer l'adénosine. Donc, oui, la caféine va augmenter, par exemple, la dopamine et l'adrénaline. L'adrénaline, bien sûr, qui est un stimulant, qui est comme une réaction de stress. Mais ce que ça fait surtout, c'est que ça vient bloquer les récepteurs d'adénosine. On aurait tendance à penser que notre métabolisme, mettons, il
il est plutôt à plat et que la caféine vient le remonter, mais non, c'est le contraire. En fait, on vient bloquer l'adénosine qui a tendance à ralentir ou à diminuer notre énergie pour nous en aller vers une période de sommeil. Donc, en bloquant les récepteurs d'adénosine, ça augmente notre énergie, notre focus, etc. Puis là, bon, c'est jumelé avec la hausse de l'adrénaline. Certaines personnes vont dire justement, comme je disais tantôt, c'est un insecticide, ça va paralyser des insectes, etc. Donc, souvent, des fois, un alcaloïde, c'est considéré comme une toxine un peu ou comme quelque chose qui. Mais ça serait la même chose. Il y en a qui disent, ben, lorsqu'on la prend chez l'humain, ça stimule notre adrénaline. Et l'adrénaline, c'est une hormone qui répond au stress. C'est notre première réponse au stress. Lorsqu'on ressent un stress, on sécrète d'adrénaline, non adrénaline. Cortisol est une hormone de stress qui est plus à longue haleine, donc elle arrive moins rapidement que l'adrénaline, elle arrive par la suite, puis vient compléter l'espèce de trio d'hormones de stress. Donc, on voit vraiment, lorsqu'on boit un café ou de la caféine, on a comme une réaction de stress, on stimule de l'adrénaline. Il peut y avoir toutes sortes de bienfaits ou de méfaits, tout dépendant de la personne, de la dose, etc. On pourra en parler tantôt, mais c'est ça. Donc, en venant se coller sur le récepteur, je reviens à mon histoire d'adénosine, ça se colle sur le récepteur, donc ça diminue notre capacité à entendre l'adénosine, donc à diminuer, si on veut, notre métabolisme pour nous diriger vers une période de sommeil. Et donc, on va être plus alerte. C'est ça qu'on voit. Donc, on pense tout le temps que c'est uniquement un stimulant, la caféine, mais non, c'est pas tant stimulant. Oui, ça stimule l'adrénaline, mais la caféine en tant que telle vient plus bloquer le récepteur d'adénosine. Le problème, c'est que notre corps essaie tout le temps de s'ajuster à ça. Hein? Donc, à un moment donné, il va s'en rendre compte que il va dire, voyons, comment ça que je ne ressens pas mon adénosine tant que ça? C'est pas normal, le métabolisme est trop élevé. Notre réaction d'être alerte est trop importante, on devrait diminuer ça. Fait que là, il dit, si ça ne fonctionne pas, je vais faire plus d'adénosine. Fait qu'il augmente sa production d'adénosine. Puis là, à un moment donné, hop, on va se sentir un peu plus fatigué. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a une espèce de compensation où ça nous tente d'en prendre un deuxième ou plutôt un troisième ou quelque chose comme ça en café. Puis l'autre chose que le corps peut faire, c'est qu'il peut créer plus de récepteurs d'adénosine dessus des cellules. Fait que là, il y a plus de récepteurs, donc ça prend plus de café, bien sûr, pour venir bloquer les récepteurs. Puis là, bon, alors, il peut avoir ça, fait qu'il s'ajuste en augmentant l'adénosine, en augmentant la sensibilité et ou le nombre de récepteurs dessus des cellules. Fait que tout ça fait que après ça, on a besoin d'un peu plus de caféine pour faire la même job, mais c'est ce qui fait qu'après ça aussi, si on arrête la caféine, on crash totalement, parce que là, on se retrouve avec beaucoup trop d'adénosine et beaucoup trop de récepteurs d'adénosine, avec des récepteurs qui sont beaucoup trop sensibles. Et là, on n'a plus de caféine pour bloquer les trous. Boum, et là, ça crash, maux de tête, etc. Il y a une dilatation des vaisseaux qui se passe dans le cerveau. C'est ce qui crée les espèces de mal de tête quand on ne prend pas notre café. Les gens disent, oh my God, j'avais oublié mon café ce matin, je suis arrivé à midi, je voulais m'arracher la tête. Alors, bon, c'est ça, les vaisseaux se dilatent parce que lorsqu'on stimule l'adrénaline en prenant du café, nos vaisseaux, nos pulsations cardiaques augmentent, on a une réaction de stress, comme je disais tantôt. Donc, réaction de stress, pulsation cardiaque augmente, les vaisseaux se contractent, le sang part vers le centre et s'en va vers les muscles principalement, une réaction de stress, donc vers les bras, les jambes. Lui, c'est notre réaction de stress qu'on appelle sympathique, système nerveux autonome sympathique, qui est la branche fuir ou combattre. Ouais. Hein, c'est ça, fuir ou combattre. Donc, dans notre évolution, là, c'était, l'ours arrivait à côté de nous, il y avait un stress, il fallait combattre l'ours ou fuir l'ours. Donc, notre corps produisait de l'adrénaline. Ça fait la même chose aujourd'hui. Si on boit un café, on a une espèce de réaction de stress, comme s'il y a un ours qui arrivait à côté. Fait que c'est ça. Donc, lorsqu'on arrête, on a ces espèces une espèce de rebound là où on voit qu'il y a vraiment un effet de sevrage. Bien oui, c'est les récepteurs d'adénosine et le nombre d'adénosine qui est trop élevé. Donc, de penser que le café vient vraiment nous stimuler ou nous donne plus d'énergie, pas vraiment, parce qu'au début, ça va nous donner un peu plus d'énergie. Après ça, le corps va s'ajuster. C'est-à-dire, il va créer, comme je disais tantôt, plus de récepteurs d'adénosine, plus d'adénosine.
Fait que là, si on prend tout le temps le même café à tous les matins, on va avoir un peu plus d'énergie pour une certaine période, puis après ça, notre énergie va redescendre tranquillement, pas vite, et va revenir à notre normal parce que le corps s'est ajusté. Et c'est là qu'on aurait besoin d'un peu plus. Ou lorsqu'on n'en prend pas, justement, notre énergie va être encore plus basse. Fait que là, on a l'impression vraiment que le café nous donne de l'énergie, mais non. Dans le fond, le café fait juste, il va réduire notre énergie, dans le fond. Ou lorsqu'on prend un café, on nous remonte à l'énergie qu'on devrait avoir de façon normale. C'est ça que ça veut dire. C'est pour patcher ce que toi-même t'as causé en plein ça. en trop de café. C'est en plein ça. Donc, ça peut fonctionner pour avoir plus d'énergie, mais c'est sur le court terme. À long terme, le corps va s'ajuster à ça, il va revenir à son point de départ ou près de son point de départ. C'est pour ça que des fois, je m'amuse à dire, c'est de l'énergie empruntée. Et comme tout emprunt, il faut le remettre un moment donné. Hein? On ne peut pas, comme quand on va à la banque, ils nous donnent de l'argent, on n'est pas riche, hein? On a juste un prêt, donc il va falloir le rembourser. C'est la même chose avec l'énergie, avec la caféine. Donc, on est capable d'emprunter de l'énergie ou on est capable d'emprunter du focus ou une dopamine plus élevée qui va nous aider avec notre concentration, notre désir d'accomplir des choses, notre concentration dans nos workouts, peu importe. Mais il y a un coût à ça, bien sûr. Il faut le rembourser éventuellement. Il faut revenir à zéro. Donc c'est pour ça que pour moi, la caféine est plus une stratégie à court terme, que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait nécessairement pour tout le monde consommer. Non plus. Ouais. C'est ça, consommer de façon régulière. Puis ceux qui en consomment de façon régulière, vont avoir tendance à dire, gardez-vous une fois, 2 fois, 3 fois, peu importe dans l'année, pour avoir une semaine ou 2 semaines où est-ce qu'on arrête la caféine, qu'on réajuste nos récepteurs d'adénosine, on diminue, ça, puis bon. Bien sûr, des fois, on veut le faire quand c'est une période où est-ce qu'il n'y a pas plein de travail, peut-être une semaine de vacances ou quelque chose de même. Si j'en profite, je fais ma détox de café, comme ça, si j'ai mal à la tête pendant une journée ou deux, où j'ai un peu moins d'énergie, ça va faire ça. Aussi, même chose, le rebound de dopamine. Donc, en buvant du café, ça augmente la dopamine. Dopamine qui est reliée aussi à une espèce de joie, de bonheur. Hein? Il y a des gens qui ressentent de la dépression. Il y a certains médicaments qui vont jouer sur la dopamine. Bon, la plupart, c'est sur la sérotonine, mais il y en a également sur la dopamine qui existe. Donc, il y a un lien avec ça, et non seulement concentration, vigilance, désir d'accomplir des choses. Donc, ça aussi, il faut le rembourser. Donc, si on en emprunte de plus, il faut le rembourser, bien sûr, lorsqu'on arrête. Donc, c'est à prendre en considération, à choisir, je dirais, judicieusement, mettons. Ouais. Puis, par exemple, justement, dans cette optique-là, les gens qui se prennent un pré-workout à chaque fois avec de la caféine, évidemment, avant d'aller dans ce entraînement, en fait, c'est quasiment contre-productif parce qu'au final, leur pré-workout, tu le vois des fois, tout le monde qui prennent 2, 3, 4 scoops de pré-workout, au final, ouais. Sur le café, ça ne te sert à rien vraiment de faire ça. Tu es mieux de le prendre, mettons, une fois de temps en temps quand tu as vraiment un gros workout. Voilà. Absolument. Très bon. Alors, je n'ai rien à rajouter, c'est vraiment ça. Puis, probablement que la personne qui prend 2, 3, 4 scoops de pre-workout, c'est qu'à un moment donné, il a commencé à un scoop, là, ça faisait la job au début. Hey, boy, hein, là, ça marche ça. Puis là, à un moment donné, il me semble que j'en prendrais 2. Là, il en prend 2, à un moment donné, il est rendu à 3. Alors, bon. Fait que oui, on devrait, quand on a des gros workouts, quand quelqu'un a une compétition, quelque chose comme ça peut être une bonne idée de faire un clean-up de caféine. Hein. Ça peut prendre, détox de caféine, probablement 3 à 4 jours, mettons, pour l'enlever du système, mais certains vont dire, pour vraiment réajuster le profil hormonal et tout, peut prendre jusqu'à 3 semaines, des fois, pour certaines personnes. Ça va dépendre de la qualité du foie, de notre âge, etc., du restant de l'alimentation, puis notre génétique aussi, j'en parlais juste après, mais donc oui, ça peut être une bonne idée, par exemple, quelqu'un qui aurait une compétition, quelque chose comme ça, un homme fort, mettons, là, on a donné ça au hasard, puis là, on a une compétition. Alors, on voudrait être capable de faire nos poids, de s'entraîner sans caféine, de prendre un break un peu avant la compétition pour pouvoir avoir vraiment le gap de plus au début pendant la compétition. En même temps, chez les athlètes, trop de caféine n'augmentait pas les performances, mais un peu de caféine augmentait les performances. Donc, autant chez les athlètes d'endurance que chez les athlètes de force. Fait qu'en même temps, ce n'est pas le plus le mieux. J'aurais tendance à voir surtout pour les athlètes d'endurance parce que
vu que ça stimule l'adrénaline, ça augmente tes pulsations cardiaques. Fait que des fois, on se retrouve avec des gens qui ont pris trop de caféine, par exemple, avant un marathon ou avant un 10 km ou quelque chose comme ça. Là, ils sont déjà à 130 de battements là, au repos. Alors, tu sais, puis normalement, l'autre tapent dans leur zone rouge autour de 150, etc. Fait que là, ça devient comme contre-productif parce que là, les battements sont trop élevés juste de façon normale. Ouais, c'est ça. Donc, il faut en même temps tester. Hein, puis, si je me souviens bien, il faudrait sortir l'étude ou revérifier, mais il me semble qu'il disait 3, 4 ou 5 mg par kilogramme de poids corporel serait comme une dose de caféine, mettons, avant une compétition, avant un gros workout, si on n'en prend pas tout le temps. Bon. On pourrait dire que certaines personnes pourraient avoir avantage à en prendre un peu plus quotidiennement ou du moins n'auraient pas les effets négatifs. C'est ceux qui la détoxifient très rapidement. Fait que la caféine est métabolisée dans le foie via des enzymes de la phase 1, là, les cytochromes P450. Je pense que c'est l'enzyme A1, A2, mais je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Mais ça, toutes ces enzymes-là, dans le fond, sont dépendantes de nos gènes. Donc, on a certaines enzymes qui sont soit rapides, moyennes ou lentes, qui vont produire ces protéines-là, qui vont produire ces enzymes-là pour être capable de détoxifier. Donc, pour quelqu'un qui détoxifie génétiquement lentement, va avoir tendance à avoir plus d'effets négatifs en prenant trop de café. Parce qu'il va durer plus longtemps aussi. Oh yeah, il va durer plus longtemps aussi parce qu'il se détoxifie plus tranquillement. Quelqu'un qui le détoxifie très rapidement va avoir... c'est ceux qui vont dire moi, je prends un café après souper, là, pas de trouble, là, je dors la même affaire. T'sais. Puis il y en a qui en prennent juste un le matin, là, puis ils ont de la misère à dormir le soir. Encore, où ils shakent toute la journée. Où ils sentent comme s'ils avaient pris des amphétamines ou quelque chose comme ça. Alors, tandis que d'autres personnes qui détoxifient très rapidement, ils vont dire non, moi, je sens rien, là, même ça gosse un peu, j'aimerais ça sentir justement qu'il y aurait un petit kick, quelque chose. Habituellement, c'est des gens qui détoxifient très rapidement. Puis habituellement, dans les. C'est ceux-là qui finissent souvent aussi par prendre 2, 3, 4 coups. Oui, probablement que c'est ceux-là qui finissent par prendre 2, 3, 4 coups. Bon, c'est ça. Donc, quelqu'un qui détoxifie plus rapidement, habituellement, va avoir tendance à avoir des meilleurs effets ou des effets sur sa santé qui sont plus positifs. Par exemple, on va voir certaines études qui vont dire tu as moins de chances d'Alzheimer, de développer la maladie d'Alzheimer si tu bois 4 tasses de café ou plus par jour. Alors, c'est énorme. Hein? Moi, je ne pourrais pas. Je détoxifie tranquillement, moi. J'ai mesuré là, dans mes gènes. Je ne vais pas prendre 4 tasses par jour, je vais mourir. Là, alors, c'est ça. Mais probablement que dans ces études-là, il y avait plus de gens qui détoxifiaient rapidement. Donc, ça a comme faussé. Je ne dirais pas faussé, mais ça a donné des résultats d'études qui étaient très favorable, tandis que d'autres études qu'on voit que, tu sais, bon, justement, ça crée encore plus de dépression, de fatigue, de palpitations, d'anxiété. Là, on va voir comme, oh my God, finalement, c'est mauvais le café. Non, non, ça dépend des gens. Fait que là, peut-être qu'au hasard, une certaine cohorte à un moment donné qui ont attrapé des gens au hasard, qui détoxifiaient un peu plus tranquillement. Donc, ça a donné un effet qui était un peu plus négatif sur l'étude. Puis je me souviens, il y a quelques années, quand ça a sorti, cette affaire-là, c'est comme, oh my God, c'est génétique, donc, bon, caféine, parce que c'est pas vieux tant que ça. Peut-être que ça date d'une dizaine d'années à peu près. Puis au début, on s'est dit comme, oh, là, ça veut dire que toutes les études qu'on a faites depuis le début, mettons, sur la caféine ou sur le café, c'est toute de la boîte. Ça veut dire qu'on ne le sait pas, tu sais. C'était-tu des gens qui détoxifiaient rapidement, pas rapidement, puis ça explique vraiment maintenant de voir qu'il y a les deux dans la littérature scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des études extrêmement positives, là, que c'est plein d'antioxydants, ça protège contre le cancer, l'Alzheimer, les ci, les ça. Puis de l'autre côté, des fois, comme je disais, par exemple, troubles du sommeil, anxiété, troubles intestinaux et autres, négatifs de la caféine. Je pense que ça a rapport avec la tolérance de chacun. Hein. On pourrait développer une intolérance aussi à la caféine ou au café en tant que tel, mais aussi à notre capacité à la détoxifier ou non, qui peut changer aussi dans le temps. Il y en a qui vont dire quand j'étais jeune, ça marchait, maintenant, bon. Vous autres, vous êtes encore jeunes, c'est correct. Moi, je peux moins boire de café. C'est ça, mais justement, l'année passée, j'étais capable de boire pour vrai 2 cafés le matin, 2 Monsters dans ma journée, puis des fois un pré-workout avant de m'entraîner. Puis aujourd'hui, je bois un demi
boisson énergisante à 200 mg de caféine, puis je le shake. Ouais. J'imagine que ça a des impacts avec ton mode de vie, c'est quoi, ton nombre de sommeil dans une journée, toute ton hygiène de vie, ça a un impact sur ça. Comme on a dit aussi qu'un individu à l'autre, ça change beaucoup. Fait que c'est des choses. Ouais. Ça change dans le temps, ça change d'un individu à l'autre. Alors, oui, absolument, ça change avec la capacité de notre foie. Si on a une bonne flore intestinale, notre foie n'est pas trop surchargé, etc., tout va fonctionner mieux. Donc, ça pourrait jouer avec nos stress dans notre vie ou peu importe aussi, notre tolérance à ça. Mais c'est de s'observer là-dedans. Je le vois, on voit de tout vraiment. Donc, même si j'ai commencé un peu le podcast aujourd'hui avec une note un peu plus négative en disant, si ça, c'est un alcaloïde, c'est un insecticide, si on boit trop de café, etc., on avait tendance à envoyer le message que c'est absolument mauvais, mais c'est pas ça. Pour certaines personnes, c'est mieux que d'autres, mais il faut s'observer là-dedans. Puis, il faut l'ajuster selon ce que ça fait pour nous. Puis, le savoir que c'est comme une drogue, que ça stimule la dopamine, que ça rend addict, ça. Je dirais avec l'alcool et le sucre, c'est ce qu'on voit le plus. Pour ça, probablement que c'est le breuvage le plus vendu au monde parce que ça crée vraiment une dépendance. Puis j'en vois des fois certaines personnes, puis ils viennent me voir, puis ils disent là, hey, tu peux changer ce que tu veux, hein, mais on n'enlève pas le café. Tu as le dit d'avant, on n'enlève pas le café. Fait que, je l'entends ça quand même. Alors, on le voit à quel point, pour certaines personnes aussi, ils l'ont associé à une espèce de rituel de bonheur le matin et tout ça, qui est vrai aussi. Hein. J'adore le café, j'adore le goût, je suis un fan aussi. Je une petite relation amoureuse avec ça, parce que je ne le tolère pas vraiment bien, mais j'aime ça. Alors, c'est ça. Puis, de toute façon, je le sais que je le détoxifie tranquillement, mais comme pour moi, peut-être certaines personnes vont se reconnaître. Si ça fait un petit bout, j'en ai pas pris, par exemple. Mettons, il y a 2 semaines, j'en ai pas pris. Quand j'en reprends, même si j'ai une petite dose au début, c'est comme, oh my God, la vie est vraiment plus belle. Hein? Je suis vraiment plus de bonne humeur. Je suis vraiment, ça change. Hein? Le cerveau est allumé. Tout va mieux. Hein? Littéralement, les workouts sont vraiment mieux. Là. Ça n'a aucun rapport. Ouais, c'est ça. Puis même juste le feeling général est vraiment bon. Si à un moment donné, j'en prends tous les jours, même si j'en prends juste le matin, à un moment donné, moi, ça va affecter mon sommeil. J'ai un sommeil plutôt léger. Donc, à un moment donné, je vais commencer à me réveiller un petit peu plus, un peu plus dans la nuit. Mon sommeil est moins récupérateur. Je dors moins longtemps le matin. Je vais voir aussi des petits bobos d'inflammation sortir. À un moment donné, hop, à cause de les années, un mal d'un genou, un mal d'un coude un peu. Là, on dirait que mes petits points faibles. Ouais, C'est le genre de fatigue qui s'accumule avec ça, dans le fond. Puis, oui, après ça, comme au début, j'ai le kick, comme j'expliquais tantôt. Fait que là, j'ai plus d'énergie, la vie est belle, etc. Puis là, à un moment donné, ça commence à faire le contraire. Donc, au lieu d'être plus joyeux, on dirait que ça me crée une espèce de mini-symptôme de dépresse à la place. On dirait que ça fait le contraire. Puis, au lieu que ça me donne vraiment de l'énergie, ça va me sortir des symptômes de nervosité, comme tu mentionnais tantôt. Là, je me mets à shaker plus ou bon. Alors, on va sentir, mettons, les rythmes cardiaques s'accélérer un peu plus que je ne sentais pas normalement, mais je n'ai pas vraiment plus d'énergie. Puis là, je le vois sur mon sommeil, je le vois sur mon inflammation, etc. Ça veut dire que j'en ai trop pris, trop jours d'affilée, etc. Ça s'est accumulé dans le système, production d'adrénaline et autres, un peu plus d'inflammation. Je suis dû pour un bec pour arrêter. Alors, c'est correct en même temps de s'observer et d'y aller au feeling comme ça. En même temps, je suis un peu mauvais, je devrais me connaître un peu plus là-dedans, puis probablement prendre mon break avant d'avoir les effets négatifs. Probablement, je le saurais, mais on dirait que quand on est dedans, ben là, OK, ben c'est cool. Fait qu'on s'en refait un à matin parce que, mettons, ça allait bien hier, jusqu'à temps que ça aille vraiment moins bien. Alors, bon, tout le monde, on tombe dans ce pattern-là. En même temps, la dopamine, c'est vraiment fort. Hein. Ça stimule la dopamine de beaucoup. Donc, non, c'est vraiment. C'est pour ça que des fois, même ceux qui le détoxifient rapidement puis qui n'ont pas de problème avec la caféine ou pensent qu'ils n'ont pas de problème avec la caféine, parce qu'il y en a qui pensent ça, mais il y en a s'ils ne se compteraient pas de mentir. Mais on devrait quand même, comme je disais tantôt, se garder une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par année, de prendre une semaine ou un 10 jours pour se détoxifier de la caféine, même si on dit non, moi, le matin, je me prends de la caféine. Alors, ça, c'est toujours une bonne idée.
L'autre chose qui est intéressante, c'est justement avec le lien avec la détoxification, on disait que c'est différent d'une personne à l'autre. La demi-vie de la caféine, si je me souviens bien, c'est entre 2 à 12 heures. La demi-vie, ça veut dire le nombre de milligrammes que tu as pris pour qu'il en reste la moitié. Ça veut dire, je me suis pris un peu workout à 400 milligrammes de caféine. Fait que là, entre 2 à 12 heures après, il m'en reste la moitié. Donc, 200 milligrammes. Il en reste encore 200 milligrammes. Et donc, c'est pour ça que certaines personnes qui ont, par exemple, juste une grosse dose le matin, s'ils détoxifient très tranquillement, il en reste encore dans le sang le soir. Il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste un peu. Et là, si on reprend la même dose le lendemain matin, à un moment donné, le soir d'après, il en reste encore un petit peu plus parce que là, on l'accumule comme de soir en soir. C'est ce qui fait qu'il peut y avoir un build-up et qu'on a toujours un peu de caféine dans le sang. Ça, c'est si les doses sont assez élevées parce que quand même 2 à 12 heures, en théorie, 12 heures. Si on le prie, mettons, à 6 heures le matin, à 6 heures le soir, alors pour quelqu'un qui détoxifie très tranquillement, qui aurait de la misère avec son foie, il en reste encore la moitié. Alors, si après ça, on se couche à 9 h, 10 heures le soir, est-ce que ça se pourrait qu'il en reste encore un 50 mg ou quelque chose comme ça, qu'on ne sent plus, bien sûr, mais qui pourrait être là quand même certaines personnes si la dose aurait été trop grande. Donc, bien sûr, 12 heures, c'est assez rare. Là, ça, c'est très tranquillement. Normalement, pour la plupart des gens, on a le temps d'être détoxifié dans la journée si la dose n'est pas trop élevée, puis on va être correct le soir. Mais c'est sûr que passer midi, pour moi, du moins, dans ma consultation, même pour les gens qui détoxifient rapidement, je ne conseille pas ça. Il y en a qui disent à l'heure du souper, je me prends un café, je n'ai pas de problème. Ben, quand même, le plus petit qu'on voit, quelqu'un qui détoxifie très rapidement, 2 heures, tu es à demi-vie. Fait que là, si tu prends un 200 ou un 300 mg, mettons, au souper, 2 heures après, mettons, il est rendu 8 heures, il t'en reste encore la moitié. C'est sûr, quand tu te couches à 10 heures, il t'en reste un peu. Fait que pour certaines personnes, ils ont un bon sommeil, fait qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils disent, moi, je me mets la tête sur l'oreiller, je m'endors, je me réveille juste le lendemain matin. Mais si tu restes trop de caféine, tu as trop d'adrénaline, etc., ça se pourrait que tu n'es pas dans tes zones profondes de sommeil. Fait que de juste dire, j'ai la tête sur l'oreiller et je dors, ça ne veut pas dire que ton sommeil est aussi bon. Ouais, exactement. Ça, c'est un gros sujet aussi c'est sûr qu'on pourrait aborder, mais que le monde peut penser que s'ils dorment le soir, c'est parce qu'ils sont corrects, mais le matin, ils se réveillent poqués, par exemple. Ça ne veut pas dire que leur sommeil est optimal. T'en plein ça. T'en plein ça. Donc, ouais. Fait que c'est ça en gros. Je ne sais pas s'il y a d'autres points particuliers que vous vouliez. Oui, mais dans le fond, c'est cool parce que tu as couvert comme toutes nos questions. Ouais. C'est parfait. Mais moi, j'avais une question que j'avais déjà entendu parler un peu de ça, justement, des hypersensibilités, où je pense que tu as utilisé le mot accoutumance pour comme quand tu ressens plus justement l'effet. Qu'est-ce que, mettons, une personne dans les deux cas pourrait faire? Mettons, une personne qui a une hypersensibilité à la caféine, qu'est-ce qu'elle préfère pour régler son problème versus l'autre? C'est vraiment juste prendre une pause complète puis réessayer après. Oui, ça serait une pause complète. Fait que donc, comme je disais tantôt, pour la plupart des gens, une pause de temps en temps pourrait être bon, même si on n'est pas hypersensible. Pour certaines personnes, pour vrai, de même faire un deuil de caféine pourrait être une bonne idée. C'est-à-dire, il y a des personnes, puis j'en rencontre, qui disent non, moi, je ne bois pas ça, ça me fait vraiment pas. Je viens anxieux et tout. Et donc, j'ai banni ça, j'en ai plus jamais repris. Puis des gens, des fois, ont justement l'avaient essayé, un peu comme je vous disais que moi, je faisais encore. C'est-à-dire, bon, je prends des pauses, mais j'y reviens jusqu'à temps que j'ai mes symptômes négatifs. Là, on dirait que je reprends une pause après. Ça, c'est la méthode un peu cave de le faire ou qui n'apprend rien. Mettons, quelqu'un qui est un peu plus drastique pourrait dire non, moi, ça ne me fait pas, je n'en prends plus et c'est terminé. En sachant très bien, justement, que ça stimule la dopamine, que ça devient très addictif et que c'est facile de retomber dedans. Et donc, à ce moment-là, un peu comme un alcoolique, par exemple, ou quelqu'un qui arrêterait, par exemple, de consommer certaines drogues et tout, pourrait dire j'en consomme plus ou à peu près plus. Puis, bon, c'est ça. Puis, pour quelqu'un qui est hypersensible après ça, mais qui veut quand même en consommer, ça serait de voir c'est quoi la quantité que je peux consommer qui fait que je n'ai pas ces hypersensibilités-là ou que je ne développe pas l'espèce de résistance ou des symptômes négatifs, l'anxiété, des palpitations, des tremblements, etc., qu'on verrait avec ça, ou des troubles de sommeil. Mais aussitôt que quelqu'un a de la misère à dormir, probablement devrait faire un test d'enlever le café. Tous ceux qui ressentent de l'anxiété devraient enlever le café. J'ai déjà eu plusieurs cas où est-ce que
c'était presque juste ça. Hein. La personne prenait déjà 2 médicaments du médecin et tout pour son anxiété. Puis là, ça fait 15 ans que je fais de l'anxiété. Et la personne buvait 5-6 cafés par jour. Hein. J'ai dit, t'as jamais essayé d'enlever le café? Non, jamais essayé. Là. Et on me dit que ça n'avait pas rapport. J'ai dit, OK, parfait, on l'essaye. Clic, ça a été terminé. Alors, anxiété terminée, c'était 5-6 cafés. Il y avait juste. Bon. Fait qu'il ne ressentait pas d'autres effets, mais lui, il ressentait vraiment ça au point de devoir prendre la médication pour ça et tout. Bon, je ne dis pas que c'est tout ça. Ceux qui font de l'anxiété, c'est juste le café, c'est pas ça que je dis. Mais c'est ça. Donc, on devrait s'observer et connaître ces signes négatifs-là. Puis oui, après ça, de prendre des breaks, puis à chacun, après ça, choisir qu'est-ce qui est bien pour lui. Puis, par exemple, je ne suis pas un grand connaisseur, mais certains espressos, là, bon, la quantité est beaucoup plus petite. Bon, puis bon, dans le fond, oui, aussi, puis la façon que c'est pressé, je me souviens bien, où que c'est fait qu'il y a un peu moins de caféine dedans, justement. Puis là, bon, pour certaines personnes, ça fonctionne très bien. En même temps, ça garde bon, les polyphénols et autres antioxydants qu'il y a dans la caféine parce qu'il y a quand même des bons éléments là-dedans. Puis des fois, on voit, mettons, certaines nouvelles aux États-Unis qui disent le café, c'est bon, hein, c'est la dose d'antioxydants ou c'est ce qui a le plus d'antioxydants que les Américains consomment. Ouais, c'est pas nécessairement qu'il y en a tant que ça, c'est parce qu'ils consomment tellement rien d'autre qu'il y a des antioxydants dedans que finalement, c'est leur source principale d'antioxydants parce qu'ils en boivent 4 par jour. Là, bon, peu importe. Mais absolument, il y a des. Bon, c'est quand même c'est quelque chose de naturel, etc. Donc c'est correct de boire du café, bien sûr, c'est pas négatif, mais on devrait s'observer là-dedans dans ça. Puis quelqu'un qui a une hypersensibilité devrait soit l'enlever au complet et ou le réduire, savoir si ou se mettre, par exemple, certaines personnes vont dire justement, moi, j'en prends pas à tous les jours. Fait que, mettons, quand c'est mon workout de jambes, clic, je me mets un café. Sinon, j'aurais tendance à dire aux gens aussi, ceux qui ont des hypersensibilités, à essayer quelque chose qui est un peu plus doux, style du thé vert, style du thé noir, style du yerba maté, style du thé matcha, par exemple. Il y a quand même de la caféine dedans, c'est quand même un stimulant. Souvent, il y a un peu plus de théanine, justement, dedans qui vient combler certains effets que certaines personnes vont dire, waouh, moi, sur, mettons, le thé vert, c'est très stable, mon affaire, et c'est mieux. Et lorsque je prends un café, là, je me mets à shaker, puis ça ne marche pas pantoute, je fais des palpitations, des sueurs et tout. C'est ça. Puis, à cause de la stimulation exagérée d'adrénaline, ça peut venir jouer avec la néoglucogénèse, qui est la formation du sucre dans le foie, puis ça peut venir jouer avec cet équilibre des sucres. Donc, certaines personnes pourraient tomber en hypoglycémie des fois en prenant du café. Fait que des fois, bon, vision trouble et autres, justement, transpiration, shake et tout, ça pourrait être aussi ça pourrait être aussi ça. Il y a certaines personnes qui vont voir aussi une amélioration avec les symptômes reliés à la caféine si on y mélange des bons gras dedans ou des gras. Alors, ouais, tu sais, les genres de café keto que je ne suis pas un fan de, mais pour certaines personnes, on verrait ça, tu sais, une espèce de stabilité, là, ça ralentit la digestion parce que la caféine est absorbée assez haute là, dans le tractus digestif, c'est absorbé dans l'estomac et le début d'intestin un peu, donc c'est pas long que c'est absorbé. Donc, de l'accompagner de gras vient un peu ralentir ça un peu, fait que là, on dirait que c'est mieux. En même temps, ça vient déséquilibrer nos lipides ou un paquet d'autres affaires ou que, on se fait le café bulletproof à 800 calories le matin, là, puis on pense qu'on fait un jeûne, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais bon, c'est un autre sujet. Exactement. La personne fait un jeûne intermittent avec 3 cuillères d'huile de coco dedans. Ouais, ou de beurre, tu sais, une cuillère de beurre, une cuillère de coco, une cuillère de MCT. Ou... C'est clair. Fait que dans le fond, c'est pas mal de se connaître là-dedans, de faire un peu des erreurs, puis vu que chaque personne est différente, on ne peut pas dire c'est ça, puis c'est ça pour tout le monde, parce qu'on voit que c'est pas ça qui fonctionne pour tout le monde. C'est en plein ça. Puis les personnes qui écoutent, si ça fait, mettons, pas du café, là, quand la dernière fois tu as arrêté, jamais vraiment arrêté, là, ça doit faire 25 ans que j'en bois, mettons, OK. Ça serait peut-être dû de l'essayer d'arrêter. Je te donne un warning, par exemple, tu vas filer comme la merde au début, fais les dons dans tes vacances, alors, bon, ça se peut que tu aies mal à la tête, bon, mais des fois, pour certaines personnes, ça dure, bon, les symptômes de sevrage au début, là, j'ai déjà vu jusqu'à du 16 jours, par exemple.
Mais normalement, en 2, 3 jours, on est correct. Alors, juste boire plus d'eau, ce n'est pas dangereux, c'est juste une dilatation des vaisseaux, il y a un peu plus de sang qui rentre au cerveau, puis bon, ça donne une espèce de mal de tête, une espèce de compensation aussi de l'adénosine, puis de la dopamine, qui peut faire qu'après ça, ben, on est moins motivé dans la vie, on est un peu moins joyeux et ces affaires-là, mais ça ne devrait pas durer longtemps. Normalement, en 2 à 4 jours à peu près, on devrait voir une énergie normale, c'est-à-dire les récepteurs d'adénosine se refont, etc. Tout ça s'équilibre, le corps se rééquilibre. Et là, des fois, pour certaines personnes, ils revoient leur énergie normale pour la première fois, mettons, en 20 ans, puis ils font comme « Oh my God! » Puis souvent, ça va s'améliorer encore un peu plus dans le temps. Des fois, on le voit après quelques jours. Après ça, c'est plus stable, là, mais ça peut s'augmenter encore un petit peu dans le temps pour, mettons, une petite semaine ou 2 environ. Puis après ça, ça se stabilise. Puis après ça, on pourrait peut-être l'utiliser, comme je dis, mettons, c'est notre workout de jambes. Fait que moi, tous les samedis, je fais mes jambes. Fait que là, je me claque, mettons, un gros café avant mon workout ou peu importe. Ou un athlète d'endurance, il va dire, moi, c'est ma longue course le dimanche. Alors, avant ma longue course, je me prends mon petit café et tout. Puis le reste de la semaine, sans café, puis je me sens mieux comme ça et tout. Puis ça fait mon petit treat en même temps le week-end, quelque chose de même. Alors, oui, fait que c'est de se connaître là-dedans, puis de l'essayer un vrai break si jamais vous ne l'avez pas essayé ou si vous en prenez de façon. Surtout si vous pensez avoir certains des symptômes qu'on a parlé. Oui, clairement, c'est sûr. Oui. Claude. Ouais, moi, j'avais une petite dernière question. Bien sûr. Y a-t-il vraiment une différence entre. Parce que là, je sais que dans les pré-workouts, des fois, ils peuvent ajouter certaines substances pour justement amplifier l'effet de la caféine. Mais mettons, là, si on prend exemple Red Bull Monster sans sucre ou un café noir ben normal, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas? Ça fait le même affaire. C'est une très bonne question. Je ne suis pas certain de ma réponse. Selon moi, ça fait la même chose. C'est la même molécule, 1,3,7-triméthylxanthine, qu'elle soit présente dans la nature ou qu'elle soit faite artificiellement. Selon moi, c'est juste une question de quantité. Puis, je ne suis pas un pro des pre-workouts. Ce n'est pas quelque chose vraiment, je n'ai pas une clientèle à ça nécessairement. J'ai certains produits ici qui sont un peu pre-workout, qui ont un peu de caféine dedans, mais ça ne dépasse pas 100 mg, c'est des petites doses de caféine. Donc, mais je sais qu'il y en a des produits sur le marché où est-ce que c'est des 200, 300, 400 mg ou plus de caféine et pre-workout. Je ne me souviens plus exactement des autres ingrédients aussi qu'ils mettent dedans. Donc, il y a peut-être une espèce d'effet synergétique, mettons, aussi là-dedans. Donc, mais j'aurais tendance à dire que c'est la même molécule, puis ça va faire le même effet, mais c'est une question de dosage. Donc aussi, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Dans un gros Monster, il y en a comment? Je ne le sais pas. Ou dans un petit Red Bull, il y en a-tu vraiment moins? Mais vraiment, un agent stimulant ou un agent qui se colle sur le récepteur d'adénosine pour créer l'effet que je disais tantôt, qui stimule l'adrénaline, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment d'autres. Souvent, les autres ingrédients qu'ils vont mettre dedans, c'est pour venir supporter, par exemple, ils vont mettre des vitamines du groupe B, etc., mais ça, ce n'est pas stimulant. Ou ils vont mettre des choses pour les neurotransmetteurs. Puis pour certaines personnes, ça peut être bien, ça, d'ajouter, par exemple, de l'alpha-GPC, qui est le précurseur d'acétylcholine, par exemple, de la tyrosine, qui serait le précurseur de la dopamine. Puis on pourrait ajouter tyrosine, alpha-GPC, carnitine, possiblement, qui nous aide à utiliser les gras comme énergie, mais qui a aussi un aspect pour les fonctions cognitives. Il n'y a aucun agent là-dedans qui est stimulant. C'est-à-dire, si on prend ces 3 affaires-là, tu vas dire, hey, c'est pas la même affaire que le café, pourquoi tu m'as dit de prendre ça? Mais ce n'est pas un stimulant, ce n'est pas la même chose. Ça peut nous aider à faire nos neurotransmetteurs. Alors, peut-être certaines personnes, mettons, qui voudraient se garder une microdose, mettons, de caféine, mais comme un 100 mg ou quelque chose comme ça, mais qu'on le mixerait avec la tyrosine, de l'alpha-GPC et de la carnitine. Peut-être qu'on aurait une combinaison qui est peut-être un peu winner, qui augmenterait notre concentration, rapidité d'exécution et tout, puis qui pourrait quand même être bien. Puis il y a certains suppléments qui ont ça dedans. Ouais, plus un mix nootropique pré-workout. Ouais, nootropique. Une de nos compagnies québécoises ici, ATP, là, qui font un Neuroprime, là, je pense qu'ils viennent de le changer le nom, c'était Growth Factor avant,
qui a ça dedans. Là. Il y en a un autre qui s'appelle NeuroBrain Factor. Alors qu'ils ont ces choses-là, alpha-GPC, carnitine et autres dedans, puis qu'il n'y a pas nécessairement de stimulant dedans. Alors, quelqu'un pourrait essayer ça en pre-workout. Cool. Ben, Ouais. merci beaucoup. Dans le fond, on a utilisé notre 40 minutes, mais c'est super intéressant. Donc, en fait, pour conclure, où est-ce que le monde peut te suivre pour, dans le fond, s'ils ont des questions pour toi ou s'ils veulent prendre une consultation ou peu importe. Absolument. Merci, merci pour ça. Merci de l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de jaser. Je suis capable d'informer un peu ou propager la bonne nouvelle ou donner de la bonne information. Fait que j'apprécie ça. Les gens peuvent. Danick Legault, naturopathe. Des Danick s'écrit D-A-N-I-K. Il n'y en a pas 75. Si vous regardez ça sur Facebook, Danick D-A-N-I-K, il y en a deux. Il y a mon profil personnel et il y a ma page Facebook professionnelle. Ah ouais, allez suivre ma page Facebook professionnelle. Si vous ne suivez pas ça, j'essaie de faire des articles à tous les jours ou presque à tous les jours, du moins quelques fois par semaine. C'est là que j'envoie le plus les gens. J'ai aussi un site web, danicklegault.com, où est-ce que la liste des prix pour les consultations et autres, mon programme et tout. Mais ça serait principalement pour Facebook. J'ai aussi un groupe qui s'appelle Maximiser votre énergie et perte de poids ou quelque chose comme ça. Donc, c'est un groupe privé. Si vous faites la recherche de maximiser votre énergie dans les groupes Facebook, vous allez trouver ça. C'est gratuit, bien sûr. C'est un groupe d'information pour ceux qui veulent justement, qui sont fatigués, aimeraient maximiser leur énergie et ou qui ont des objectifs de perte de poids aussi. Donc, c'est des gens qui sont dans le groupe qui ont principalement ces deux objectifs-là. Hein? Puis si vous n'avez pas un ou deux de ces deux objectifs-là, vous n'êtes pas dans le groupe pour le fun. Fait que on veut juste des gens qui sont comme ça, mais c'est gratuit, bien sûr. Puis j'essaie de poster aussi de l'information qui sont reliées à ces deux choses-là dans le groupe. Puis c'est un peu en lien avec qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui, dans le fond, c'est l'énergie via la caféine. Fait que oui, ça donne l'énergie, mais c'est comme une énergie empruntée via récepteur d'adénosine. Fait que ça serait ça principalement. Merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté. Puis merci à tous d'avoir écouté. On se dit à la prochaine pour un nouveau podcast.